Sur l'expérience client, sur l'implication des clients dans l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Daniel? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, de façon générale, bonjour à tous. De façon générale, c'est vrai que le client, ça doit être normalement l'obsession de l'entreprise et c'est pas récent. Donc la première partie de la réponse, c'est non. Quand on regarde ce que disait au siècle dernier Peter Drucker, il disait qu'était un économiste et un financier, je tiens à le préciser avant de devenir un des papes de l'organisation, il disait l'entreprise, elle a une finalité, gagner un client et le fidéliser. Et il rajoutait tout de suite après, et elle a deux métiers essentiels, le marketing et l'innovation. Donc quand on couple tout ça, on se dit bien que dès le début, marier client et innovation, écouter le client, c'était quand même dans les gènes de l'entreprise. Et là, j'arrive à la deuxième partie de la réponse. C'est dans ce cadre-là que oui, mettre le client au centre de l'open innovation est quand même quelque chose de nouveau qui a été rendu possible par les nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies ont offert aux clients l'opportunité de reprendre la parole et de s'exprimer auprès de tout le monde en quittant complètement le contrôle de l'entreprise. Et puis, c'est vrai que certaines entreprises ont su prendre ça à bras-le-corps et ont vu d'une menace une opportunité. L'Académie du service, qui fait régulièrement des monitorings là-dessus, s'aperçoit que les premières entreprises en termes de satisfaction client, c'est les entreprises de e-commerce qui sont loin devant, alors qu'il n'y a pas forcément... C'est beaucoup du contact dématérialisé. Et pourquoi? Parce que dès le début, elles fonctionnent essentiellement en termes d'itération de leur interaction avec le client. Software, on change, on adapte, etc. Et c'est un processus continuel, mais qui prend en compte la relation client. Donc, une efficacité en termes de rapidité, une efficacité en termes de performance, de satisfaction, et puis certaines, comme Seb et le PMU aussi, mais Danone d'ailleurs aussi toutes, nous ont dit, mais en fait, ça fait du client un ambassadeur. Peux-tu nous repréciser la définition d'innovation ouverte 2.0 et pourquoi être allé sur ce sujet de l'open source? Alors, la question est difficile. Sur l'Open Innovation 2.0, la façon dont on l'a abordé, l'innovation ouverte est une pratique, comme l'a rappelé Daniel, qui est assez ancienne. Les questions qu'on s'est posées, c'était de quelle façon la digitalisation de l'économie bouleversait ou rendait encore plus nécessaire l'innovation ouverte. D'abord parce que ça apportait des outils qui accéléraient la capacité à dialoguer avec le monde extérieur, que ce soit les clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des prestataires. Donc il y avait un outillage digital qui changeait la façon de produire de l'innovation ouverte. Et le deuxième élément aussi qui était important pour nous, c'était le fait que cette digitalisation, en fait, elle s'est beaucoup faite en dehors des grandes entreprises. D'abord, au titre des startups, qui pour un certain nombre d'entre elles ne sont plus du tout des startups, et que donc il y avait la constatation que la digitalisation de l'économie s'était faite à côté, ce qui imposait aux entreprises et c'est tout l'engouement des incubateurs, de l'open innovation, qui en fait n'était pas 2.0 dans ce sens qu'elle n'est pas digitale en elle-même, mais sur la question digitale, elles étaient obligées d'aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ne pouvaient plus produire à l'intérieur. Et en dehors de l'industrie du software, cette question de l'open source finalement est peu, voire très peu présente. C'est un concept qui date du début des années 80, donc on est à plus de 30 ans quand même, donc c'est un vieux truc, l'open source, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc j'étais assez étonné, et je vais vous expliquer pourquoi, j'étais assez étonné que finalement, peu d'entreprises traditionnelles, si on peut encore parler d'entreprises traditionnelles, parlaient ou se souciaient de cette question de l'open source. Le partage de la propriété et de la valeur, c'est à la base de l'open source. On en parle énormément dans les entreprises. La question de l'engagement et de la participation du plus grand nombre. L'horizontalité, c'est à la base des fonctionnements de développement de projets en open source. La question de la gratuité même, la capacité de l'entreprise à donner gratuitement au marché. C'est aussi une pratique traditionnelle, évidemment, de l'open source. Il y a un certain nombre de valeurs comme ça. La transparence. Le principe même de l'open source, c'est de donner accès à tout le monde
à soulever le capot de la machine et regarder ce qu'il y a dedans. Quand on parle aujourd'hui de l'impact des algorithmes dans le fonctionnement des services, dans le fonctionnement même des produits, il y a presque une posture éthique d'être en open source. Je trouve que l'open source est aussi porteur de valeurs de management, de leadership qui sont extrêmement intéressantes. Quelle culture pour l'entreprise pour réussir son implémentation? Alors oui, c'est vraiment une question importante parce que quand on étudie avec un peu de recul les expériences en matière d'innovation ouverte ou d'open innovation, on voit qu'à peu près une entreprise sur deux peine à avoir les résultats escomptés en matière d'innovation ouverte. C'est difficile de réussir. Néanmoins, quand on observe ce qui fonctionne, il y a quelques constantes qui se dégagent. Il y en a 3. Moi, j'en retiendrai 3 ici. La première, c'est que, Daniel l'a très bien dit, ces entreprises ont généralement l'obsession du client. La deuxième fait plus référence à la capacité à mobiliser tout un écosystème, c'est-à-dire à construire des coalitions intelligentes, à faire preuve d'agilité. On sait depuis très longtemps que les petites entreprises ont intérêt et savent s'associer à d'autres entreprises pour décupler leur énergie. Mais c'est également vrai des grandes entreprises qui sont cette fois-ci plus valorisées sur leur capacité à mobiliser en fait tout un écosystème et à entraîner une flotte en fait d'autres petites entreprises dans leur sein. Un dernier point, c'est la mobilisation, c'est la capacité que ces entreprises ont à mobiliser leur corps social. Ça a été évoqué précédemment, l'innovation ouverte, ça n'est pas qu'une question de R&D. Il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont impliquées dans l'innovation ouverte, le juridique, les ressources humaines, les achats, la supply chain, et j'en oublie, le marketing évidemment, le commercial, bref, beaucoup de fonctions sont impliquées, je dirais de l'idéation à la production des idées. Il y a de nouveaux services qui se mettent en place, et en fait, les entreprises qui réussissent sont celles qui arrivent à intégrer les différentes fonctions de l'entreprise, à faire adopter par chacun un langage commun, à capitaliser aussi sur la culture existante, même si parfois, il faut aussi savoir s'affranchir de ce qui a été fait avant. Donc vous voyez, il y a toute cette combinaison un peu gagnante, à la fois, je dirais, cette obsession du client, cette capacité à construire des alliances, et enfin à mobiliser tout un corps social autour de l'innovation.